Welcome, everyone, to the panel discussion on climate and transition finance. My name is Yinka Ibukun, and I'm a senior reporter at Bloomberg News with a focus on sustainability. The topic we'll explore today is a technical one. Our focus is on green, social, sustainable, and sustainability-linked bonds. It's a complex one, and sometimes we'll go into new territory, but we'll get there together. But before introducing my Avant de me présenter les panélistes, je vais inviter Dil Oyango, le spécialiste pour le financement finance. Thank you very much, Yinka. Merci infiniment, Yinka. Nous aurons la communication tout à l'heure. Nous allons commencer avec la transition climat. Les États africains doivent investir selon le PIB dans la décarbonisation et cela doit se faire sans sacrifier la croissance. Les études ont montré la BAD a fait une agrégation de tous les fonds nécessaires au développement de l'Afrique. Cela montre que l'Afrique a besoin jusqu'à 2800 milliards de dollars, 2800 milliards de dollars d'ici 2030. C'est un montant considérable. Actuellement, les flux financiers des fonds climat représentent seulement 30 milliards. Cela représente un écart de près de 2250 milliards. Le continent continue de subir les affres de changement climatique, réduisant jusqu'à 5% de PIB par an. Cela constitue un écart majeur et cet écart ne fait que croître. Et si on examine, on a besoin de voir qu'est-ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'on peut combler ce vide. Les recherches ont montré que les recherches climat peuvent générer jusqu'à de 23 000 milliards et pourra participer à la réduction carbone. C'est une opportunité majeure, mais il y a un écart considérable à combler. Il y a donc beaucoup d'informations que nous essayons d'introduire ici. Il y a deux choses que je voudrais mettre en exergue. C'est le fait que depuis 2008, lorsque la Banque européenne d'investissement a émis les premières obligations du climat, du financement vert, il y a eu une croissance exponentielle jusque-là. Au milieu de l'année 2023, nous avons eu on a vu près de 4 000 milliards qui ont été émis pour des obligations liées à la durabilité. Toutefois, en 2020, le total était seulement de 4 milliards. Cela montre l'écart et cela fait partie du débat de la journée. Du point de vue de notre analyse, pour arriver à combler ce vide, le secteur privé doit participer afin de s'assurer que nous puissions avoir la participation et les acteurs publics ont la responsabilité de créer l'environnement favorable. Et là, on est en train de parler des obligations vertes.
Et pour arriver à un monde entièrement décarbonisé d'ici 2050, ce ne sera pas réalisable en se focalisant seulement sur les obligations vertes. Il faut penser à un changement systémique pendant qu'on cherche à transformer les systèmes des affaires, les écosystèmes, les approches de fabrication et de transport, ainsi que l'industrie. Toute cette histoire de décarbonisation, ce n'est pas seulement l'accès, c'est beaucoup plus une transformation systémique. Et particulièrement si l'on pense aux États africains où nous avons des économies qui sont basées sur les énergies fossiles, l'Afrique du Sud, le Nigeria, et nous devons penser beaucoup plus à des innovations financières, le niveau de capitaux requis pour cette innovation, et au même moment avoir une compréhension claire de l'écosystème, dans un écosystème où les moyens d'existence sont préservés et pris en compte. Au même moment, pour les États qui ne dépendent pas des énergies fossiles, c'est le moment de renforcer cette non-dépendance des énergies fossiles pour créer davantage de cadres pour les énergies vertes. Quelles sont les opportunités, surtout pour pour le contournement? On en a parlé ici, il s'agit du crédit carbone. L'Afrique contribue jusqu'à 20% du marché carbone. Le groupe de consultation Paulson, si on regarde le capitaux naturel, cela peut même constituer beaucoup. Et c'est à ce niveau que l'Afrique peut commencer à prendre possession du débat sur le climat et être en mesure de monétiser la transition. Nous avons déjà des gouvernements qui sont en train d'envisager les cadres juridiques, le Kenya, la Tanzanie. Les taxes carbone, l'Afrique du Sud a déjà des impôts au climat. Le Zimbabwe est en train, sur le point d'annuler des accords crédit carbone en place. Voilà quelques considérations. Je vais vous laisser la pensée au terme du président Ruto du Kenya, lorsqu'il a dit le crédit carbone, le marché du crédit carbone peut créer des opportunités pour les communautés à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique. Je crois que c'est une énorme opportunité pour le continent à pouvoir mobiliser le carbone. Et pour clôturer la contribution des experts pour la journée, il y a quelques leçons à retenir. Et effectivement, il y a de l'espace. D'abord, le financement privé est déterminant à l'atteinte de cet objectif. Quelles sont donc les opportunités pour inclure les capitaux privés dans cet espace? Deuxièmement, les politiques climat appropriées, l'application des atténuations risques, comment agréger tous les projets pour arriver au succès. Et troisièmement, et cela a été dit toute la journée, le marché pour le financement durable en Afrique aujourd'hui croît très rapidement et les investisseurs cherchent des investissements avec un impact climat positif. Il faut leur donner cette opportunité. L'innovation, bien sûr, l'innovation a été répétée toute la journée, les obligations vertes, les obligations de durabilité, les éléments, les instruments connexes, tout ça sont des opportunités pour les investisseurs du privé. Et en dernier, nous devons élargir, nous devons aller au-delà du financement vert.
Il faut que ce soit une approche holistique pour l'Afrique et qui prenne en compte toutes les institutions pour que nous puissions résoudre les questions de genre, des inégalités genre, santé et deux apports. C'est l'émission souveraine est toujours très faible. Et cela doit être mis à échelle. Et au même moment, les organisations multilatérales ont une contribution importante à apporter à travers des produits novateurs, y compris les méthodologies d'élimination des risques. Thank you so much for that. Merci infiniment pour cette communication. Vous nous avez donné beaucoup à digérer. On aura ensuite un débat, un panel. Valérie, qui est déjà ici, elle est dans l'innovation et le développement durable à la BOAD. Le BOAD a été avant-gardiste dans la région dans le cadre des obligations dont nous parlons. Je vais ensuite inviter Françoise Lamba, qui est responsable de Proparco, du groupe Banque africaine de développement. Et nous avons Dalia Abdelkader, qui est la conscience de la plus grande banque privée d'Égypte. Elle est la chargée de la durabilité. Nous avons également Mustafa Rauchi, qui est responsable de la plus grande banque de la RDC. La RDC est un pays riche des minéraux requis dans la transition mondiale. Et finalement, nous avons Franck Adjaba, qui est le directeur groupe du groupe Director Business Development pour la garantie, Fonds de garantie africain, accès au financement et comment devenir plus vert. Merci à tous. Théo nous a donné deux chiffres importants. Et il a dit 30 milliards entrant en Afrique par an, alors que le besoin est estimé à 250 milliards. L'Afrique a les ressources. Nous avons les minéraux indispensables à la transition verte. Il y a beaucoup de besoins. Nous sommes vulnérables aux questions climatiques. Nous voyons des sécheresses et des inondations. Pourquoi est-il qu'on n'est pas en mesure de débloquer ces capitaux? Et c'est de ça que nous voulons discuter ensemble ici. On va commencer avec les exemples de réussite. Valérie, peut-être que vous allez commencer avec les exemples de la BOAD qui a ce... Merci, Inka. La BOAD a émis des obligations durables, 750 millions de dollars, et cela montre le niveau de réussite et la trahance. C'est un grand succès. Il y a ceci qu'il faut ajouter. La plupart de ces émissions étaient un refinancement des ressources déjà dans nos livres. Autre chose qui est très importante, c'est que
notre émission traditionnelle sur le marché. Ces ressources ont été obtenues sur le marché. Et surtout quand on parle d'obligations vertes, je vais définir ces obligations comme étant des obligations sociales. C'est transformer nos difficultés pour émettre des obligations vertes. Lorsque les investisseurs nous demandent d'augmenter le montant pour apporter des ressources complémentaires, cela a été comme un défi. Et cela retrace les difficultés à trouver des ressources éligibles qui puissent servir de ressources vertes. Ce qui est intéressant également, tout est entre les États-Unis et l'Europe. Nous avons également des banques privées et cela, c'est intéressant également. Voilà, ça, c'était un grand succès. C'est important. Le président ce matin parlait de la concessionnalité. Le besoin, le défi, c'est d'avoir accès au financement concessionnel. Cela fait partie des émissions que nous avons faites sur le marché. Nous essayons de réduire le financement. Nous sommes une banque de développement, donc on veut apporter du financement abordable. Mon prédécesseur parlait du marché carbone. Le marché carbone peut avoir des concessionnalités au financement. Et les indices de nos pays peuvent attirer le marché carbone à des conditions spécifiques, bien sûr. Donc, c'est une réattribution de réaffectation de notre stratégie financière initiale. En parlant des instruments, les obligations, je veux comprendre, je veux en obtenir davantage. Dalia, est-ce que vous pouvez vous parler de l'expérience de CIB? Valérie a parlé de l'identification des projets éligibles. Est-ce que vous pouvez parler de ce qu'il faut faire pour que vos émissions soient possibles? Merci Inka, je suis heureuse d'être ici à ce sommet. Je remercie CIB, Commercial International Bank, c'est une banque du secteur privé, et de partager notre expérience en matière d'obligations vertes. Nous sommes présents bien sûr à Nairobi et c'est important d'échanger avec nos pairs sur le continent afin de libérer le potentiel de développement de l'Afrique. Les obligations vertes étaient vraiment révélateurs. J'ai des expériences à partager avec vous tous. La force inhérente des banques commerciales à pouvoir assurer la transition systémique. Nous pensons aux décideurs politiques, aux régulateurs, mais notre expérience montre la capacité des banques commerciales à pouvoir assurer la transition économique pourvu qu'on redéfinisse nos rôles en tant que banque pour passer de financement des projets bancables vers la banque des projets. Est-ce que vous avez construit des projets? Oui, bien sûr. Deuxièmement, il faut redéfinir nos relations avec les NDB. Quand on parle de reformulation de l'architecture financière mondiale, ce n'est pas qu'on va reformer les institutions de Bretton Woods, mais c'est de redéfinir nos rôles en tant que banque commerciale sur le continent et ailleurs, et comment nous échangeons ou quelles sont nos relations avec les régulateurs. Nous devons être des acteurs viables et les moteurs de la transition financière. Nous sommes plus que des institutions financières. Fondamentalement, notre expérience, je vais le résumer en
Je vais la résumer en 3 leçons. D'abord, se rendre compte la, la possibilité de réussir le modèle qui a marché au cœur même de la COVID-19. On s'est dit qu'il faut toujours innover. En 2021, l'Égypte a été la première nation dans cette région à émettre des obligations pour 750 millions. C'était une réussite, c'était 5 fois plus que ce qui était attendu la même année. Le CIB a été la première banque du secteur privé à émettre des obligations et c'était une réussite. La première réunion, c'était le business case pour le financement durable et je dois vous dire, les obligations vertes étaient à des taux commerciaux. Nous avons pu vendre ça à nos clients et pour y arriver, nous avons dû créer les infrastructures au sein de la banque. C'est la deuxième leçon. La deuxième leçon, ce n'est pas l'activité bancaire habituelle. Il faut aller vers une transformation systémique. Nous avons un cadre de financement durable, les politiques, les cadres, transformation du système, le renforcement des capacités en matière de données, les stratégies, l'éducation au financement durable, l'innovation. C'était une transition systémique. On ne pouvait pas le faire sans l'appui de la FI. C'était un partenariat, mettre en place des produits durables. Et cela m'amène au troisième pilier, c'est-à-dire amener nos clients à parcourir, à aller vers la transition avec nous. On ne peut pas transformer seul. Il faut les infrastructures où nous créons un système de gestion des risques environnementaux et sociaux, introduire le risque climat, avoir un portefeuille de produits de financement durable. Et nous sommes dans un financement de transition ou bien une transition de financement. Et c'est avantageux. Le scénario mutuellement gagnant était au cœur de tout et c'est là notre expérience avec les obligations vertes. Nous allons passer à Françoise et on va parler du suivi de ces projets. Je sais que Copaco a un cadre. Est-ce que vous pouvez en parler un peu et comment vous êtes allé de projets identifiés pour continuer à faire en sorte que cela satisfasse les exigences. Pour nous, nous avons échangé sur l'image générale, l'écart entre les besoins et les disponibilités, la faible participation du continent africain. Nous avons tout le schéma, nous connaissons les raisons, la plupart de ces raisons bien sûr. Et d'abord, je voudrais dire que parmi les raisons, il y en a qui n'ont rien à voir avec l'écosystème des obligations. Je ne veux pas prétendre que l'émission des obligations vertes et sociales serait la réponse à toutes les difficultés financières. Nous avons aussi les risques politiques, les risques de change, les risques de transfert.
Et tout ça, je veux d'abord commencer par là, mais au nombre des raisons, nous savons également qu'il y a des raisons qui sont connectées, liées au nombre limité des obligations écologiques. Il y a des pionniers sur le continent africain. Les institutions financières, bien sûr, coopèrent parce que pour émettre des obligations vertes et sociales durables, vous avez besoin des processus, vous avez besoin des systèmes pour suivre vos portefeuilles. Ce qu'il faut retenir sur l'émission pour émettre des obligations sociales, c'est de mettre en place la confiance et être un attrait pour les investisseurs. Pour cela, vous devez être transparent. Il faut une collecte de données fiable. Vous avez besoin de tout un système. Et Dalia a mis l'accent là-dessus. Il n'est pas seulement question des obligations à émettre une fois au passage. C'est un engagement pour le long terme. C'est important. C'est quelque chose d'important et je voudrais insister là-dessus. Et bien sûr, il s'agit là de là où les organisations comme Propaco ou SFI peuvent apporter de la valeur ajoutée. La plupart des banques de développement ont des approches consacrées. Il y a des outils d'accompagnement technique pour accompagner leurs clients, les appuyer dans l'évolution. Dans ce sens, par exemple, à Proparco, nous avons un outil d'assistance technique consacré pour aider les clients, bien sûr, la sélection, trouver les critères d'éligibilité, la revue des processus, le suivi du portefeuille et produire des rapports, ce qui est déterminant dans ce cas, et bien sûr faire des recommandations sur les émissions. Vous avez besoin de ça. Je veux insister sur le fait qu'il n'y a pas de magie en la chose. Il y a le savoir-faire, il y a l'expertise, il faut y travailler. Nous avons déployé ces outils dans différentes régions, pas forcément en Afrique, pas pour autant en Afrique, mais il faut y travailler, il y a de la possibilité et il faut ajouter de la valeur. Nous sommes également des investisseurs. Nous pouvons travailler nous pouvons travailler en aval. Nous l'avons fait à différents endroits dans le monde et en Afrique, au Maroc avec BCP, en Afrique de l'Ouest, aussi en Chine. Nous avons émis les premières obligations vertes avec la banque Qingdao en Chine. Ce qu'on a vu ailleurs dans le monde, on peut apporter cela à nos clients. Je pense que c'est la valeur ajoutée aujourd'hui pour le développement des institutions financières. On va rester avec vous, Françoise. Et de là, on va parler de la mise à échelle des capacités. Nous avons plusieurs exemples, mais ce n'est pas suffisant au niveau continental. Si le travail se fait pour mettre à échelle les capacités à faire quelque chose qui paraît difficile, la mise à échelle, il faut la disponibilité et la bonne volonté qui est bien sûr disponible. Et vous
vous présenter le paysage. Le continent africain a les atouts pour combler ses portefeuilles. Vous avez le cadre, tout ce qu'il faut, mais c'est d'abord sous forme de projet. Un projet qui soit éligible et qui réponde aux critères. Nous sommes bien sûr convaincus que ces conditions sont réalisées, sont réunies. Vous avez les ressources et il faut apporter le renforcement des capacités, faire en sorte que ces ressources soient bien emballées et cela va générer un bon cycle. Si l'industrie financière africaine apporte de plus en plus des obligations d'ISS pour nourrir ses portefeuilles. Je vais passer à Mustapha qui va nous parler un peu de l'expérience de ROPA à identifier des projets et arriver à identifier des projets éligibles pour ce type de financement. Dans le contexte de la RTC, je voudrais vous présenter un peu, vous donner un peu le contexte. Dans la géographie, nous avons une estimation de plus d'un. Il s'agit de 70 à 80% d'émissions. À ce stade, 2% de forêts sont détruites toutes les années. Alors, quelle est la stratégie à utiliser pour préserver cet atout, cette ressource naturelle? On a commencé à financer les projets le projet des entrepreneurs écologiques. On est allé à Nairobi. On est resté avec d'autres organisations. On a vu qu'il y a du financement disponible. D'un côté, nous avons le projet et on cherche à voir si le financement est disponible à travers toutes les initiatives conduites par ACNI sur le continent. À ce stade, nous avons 14 à 15 projets qui sont en train d'être examinés actuellement. Et on voit comment amener ces projets à leur certification et avoir le financement lié à la réduction carbone. Il y a quelques difficultés. Le cadre réglementaire existe, bien sûr. À ce stade, la préoccupation majeure avec les projets en Afrique, c'est une question d'intégrité. Quand vous dites comment est-ce que ce projet peut être rentable, est-ce que ça peut permettre de créer le cycle Ruto parlait de la transformation des normes, des standards de vie des citoyens. Voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés actuellement. Ce que nous aimerions voir pour l'avenir, c'est la disparité entre les marchés européens et africains.
on doit fusionner pour avoir ce qu'on appelle un marché mondial. Et tant que cela ne va pas arriver, bien sûr, on peut gérer les initiatives que nous gérons actuellement, mais le changement systémique du financement climat ou amener les banques ou les institutions financières à l'avant-garde, il faut enlever ces goulets et il faut que cela soit viable financièrement pour être durable. Et il faut prendre en compte la responsabilité sociale, mais parfois ce n'est pas durable. Voilà des préoccupations qu'il faut résoudre. Au même moment, nous avons des projets de remplacement. La RDC produit des millions de tonnes de cube par an. Cela n'est pas durable. Il y a un pipeline de projets hydro. Quand on regarde l'étude de faisabilité de ce projet hydro, dès que vous incluez le carbone, vous voyez une augmentation de 20% au moins, et cela accélère le remboursement et on peut monétiser, on peut rentabiliser. Il y a des opportunités qui existent dans ce domaine-là. Bien sûr, sinon, on est en train d'avancer avec les projets, on continue. On va travailler avec certains partenaires pour travailler à améliorer les choses en termes de climat. Et à ce sujet, pour financer plusieurs mineurs. Et quand vous pensez aux activités minières, vous ne pensez pas à la durabilité. Est-ce que vous parlez un peu de comment est-ce que vous gérez cela, comment est-ce que vous positionnez pour attirer le financement durable? Nous produisons, la RDC produit la plupart des métaux indispensables à la transition. Quand vous regardez la projection sur les 15 années à venir, on veut aller à 5 millions, un déficit de 5 millions par an en tant que banque. Est-ce qu'on peut dire arrêter la production de cuivre? Ce qu'on fait, on parle à nos clients, on essaie de les coacher quant à ce qu'il faut faire pour être plus durable et soucieux de l'environnement. Ce qu'on a fait avec le cadre environnement, il n'y a pas de résistance. La plupart des entreprises, ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils ont des projets pour continuer. Je pense que c'est assez positif. La plupart, on est venu par avion et ces aéronefs sont alimentés par des carburants fossiles. Je vais faire intervenir Franck. On va passer rapidement au crédit carbone. Une des raisons, c'est que c'est en réalité difficile. Le contexte actuellement est très complexe. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour baisser les taux d'intérêt? Qu'est-ce qui se fait à ce niveau pour envisager et mettre davantage d'obligations? Merci. Peut-être deux observations avant d'arriver là. Dans la première communication, on a vu
que l'écart de financement entre 2020 et 2030 pour les pays africains, pour qu'ils puissent satisfaire aux conditions liées à l'accord de Paris, c'est qu'il faudra la contribution du secteur privé et du secteur public. En tant que fonds de garantie, fonds africain de garantie, nous nous focalisons sur le secteur. Nous focalisons sur la mobilisation des capitaux dans le privé et le déploiement des capitaux par les banques. Jusque-là, je puis dire que nous sommes des catalyseurs réels dans cette chaîne de valeur climat. Parce que vous voulez mobiliser les obligations vertes, il faut les déployer. Vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas en mesure de payer les investisseurs, oui, pour déployer, les banquiers l'ont dit ici, il faut les projets qui sont prêts. Et au niveau des banques, il faut faire une transition verte en matière de processus, de politique, de système. Et au niveau de la Banque africaine de garantie, ce que nous offrons, c'est deux choses à la fois. Deux solutions, je veux dire. La première solution, c'est la garantie. Nous émettons des garanties pour les institutions financières pour qu'elles puissent tous accorder des crédits à ces PME verts. Ils reçoivent leur argent, des gens comme la BOAD. Dans la BOAD, vous avez mobilisé 750 millions de dollars de fonds verts. Il faut canaliser ces fonds-là pour aller appuyer ou financer des projets verts. Deux solutions. On peut apporter les garanties pour que les banques puissent mobiliser les ressources à travers la BOAD ou d'autres investisseurs qui pourront mettre à disposition des fonds verts avec des motivations pour ces banques. Aussi apporter la garantie aux banques qui apportent des crédits aux projets verts. Ça, c'est en matière de garantie. En matière de préparation, nous apportons également l'appui technique, tout un paquet pour aider la banque à faire ce qu'on appelle la transition verte à l'interne en matière des gens, des systèmes, en appuyant, en accompagnant cette transition. On apporte l'assistance technique également aux PME verts afin qu'ils soient préparés à pouvoir utiliser les ressources mobilisées par les banques. Nous avons, depuis 2016, obtenu l'accompagnement de fonds nordiques, une garantie verte qui est un appui accordé aux banques avec des motivations. On couvre 75% des risques et il leur reste seulement 25% de risques. Et nous apportons des rabais au niveau des prix. Et au-dessus de tout ça, on a commencé à faire cette année ce qu'on appelle les séries de financement vert. C'est des conférences qu'on a organisées d'un pays à l'autre pour sensibiliser sur les fonds verts durables. On mobilise, on sensibilise,
On essaye d'échanger avec les régulateurs sur comment ils peuvent prendre en compte comment ils peuvent gérer les portefeuilles. Nous accordons également, nous renforçons les capacités. On renforce la capacité du personnel des banques communs à porter un projet d'immobilisation, par exemple, en fonction de la quantité ou de l'inclinaison verte de ce projet. La chaîne de valeur, la durabilité et les agents de la mise en œuvre de le financement, la discrimination positive dans le financement, l'égalité genre. Nous abordons également ces concepts-là. Valéria, est-ce que vous voulez intervenir? Les choses que je voudrais dire, peut-être, c'est que vous avez raison quand vous dites que lorsqu'on parle de vert et de durabilité, il n'est pas seulement question de la comptabilité en tant que banque. Je voudrais dire également que la BOAD a fait le parcours EAG by Design, où nous voulons promouvoir EAG. Bon, c'est à définir. Je voudrais juste donner un exemple sur la gestion des risques qui est importante. L'intégration du climat et même la biodiversité, parce que là, on parle de la composante climat-nature. On doit faire en sorte à intégrer dans notre gestion des risques la durabilité. On peut regarder la comptabilité de l'institution et voir quelle est la valeur nette de cette institution et soudain on se rend compte, lorsque vous prenez en compte les risques liés au climat et vous vous rendez compte que vous sous-financez. Voilà quelque chose qui est très important. Quand on parle de vert, ce n'est pas juste le vert pour le vert, on peut changer ça en bleu. C'est pourquoi plusieurs personnes parlent de la durabilité. Les agences de notation vont devenir davantage exigeantes dans ce qu'on appelle la transformation EAG. Le lien durabilité, c'est expliqué. Quand vous parlez de GSS+, la durabilité, c'est de voir les ressources telles que présentées par la comptabilité, et tout ce que vous faites dans votre institution pour promouvoir la durabilité. Lorsque l'agence de notation va venir, ils vont regarder non seulement la nature de vos ressources, ils vont voir également tout ce que vous faites. Et les gens peuvent dire, si on a un bon environnement, et les gens ne sont pas là. Comment est-ce que nous abordons les questions liées à la terre, la diversité, la santé? C'est les ODD pour nous. Ce n'est pas seulement le climat, mais aussi pour nos employés qui deviennent responsables. Par exemple, quand on parle du parcours EAG de la BOAD, on parle de la décarbonisation. Cela veut dire que si nous savons que
l'implication de la structure monte à 10% en carbone, on peut encourager les gens à aller vers la transformation, le désir de faire ce qui est bien et être cohérent, être authentique dans cet agenda de transformation. Et je pense que vous voulez vous poser une question sur le marché. Parce que brièvement, on a parlé des investisseurs. Alors vous allez partager avec nous comment les investisseurs évoluent et quelles sont les exigences, étant donné qu'on a parlé de la terre, de qu'est-ce que les investisseurs recherchent et comment est-ce que cela évolue. C'est déterminant de comprendre les exigences des investisseurs. Les obligations durables, le représentant de GFF ici, ce qui est important et intéressant, c'est que la plupart ces institutions sont sur le marché de la durabilité. Nous avons l'expertise à l'interne et nous sommes habitués à traiter avec des exigences des investisseurs, par exemple. La banque, au niveau de l'Agence française de développement, la FD a suscité plus de 13 milliards d'euros au cours des années passées. L'année dernière, cela représente près de la moitié des 9 milliards d'euros de financement sur le marché et nous voulons que cette contribution augmente. Nous sommes en contact avec les investisseurs et nous pouvons aider nos clients à comprendre les exigences des investisseurs. Donc nous sommes actifs sur le côté des émetteurs. Vous savez, en 2020, lorsque nous avons mis en place le nouveau cadre, pour nous, c'était des réalisations majeures. On a dit, ben, écoutez, voici ce qu'il faut faire désormais. C'est une approche holistique, ce n'est pas seulement une question du département finance, pas du tout. Il s'agit là de beaucoup de travail et il faut penser au long terme. Parce que si vous voulez réussir, peut-être que vous allez émettre une fois, mais vous voulez aller vous engager dans cette approche. Si vous n'êtes pas engagé suffisamment, vous ne pouvez pas émettre deux fois. Vous devez penser également à ce que vous n'obtenez pas et ce que vous obtenez. Jusque-là, ce que nous n'obtenons pas naturellement, et ce, malheureusement, c'est que vous n'avez pas des primes de cotation. Vous n'avez pas de risques capitaux. Mais je pense qu'il y a des motivations et ce qu'on peut obtenir, c'est que, en premier, vous pouvez obtenir la diversification de votre base d'investissement. Et là, si les conditions du marché ne sont pas très bonnes, vous pouvez diversifier la base des investisseurs. Vous pouvez, en réalité, obtenir le risque d'opérationnalisation
prise en compte. Souvent, quand vous émettez des obligations de ce genre, il y a une surinscription. Il faut donc vous concentrer sur les objectifs parce que parfois, on a le sentiment d'être dépassé par ce qu'il faut faire pour changer l'organisation. Il faut se concentrer sur les motivations. Pour un groupe comme ID, on voulait apporter beaucoup plus de stabilité entre les ressources. Là, ce n'est pas seulement les motivations. La dernière chose qu'il faudrait mentionner sur les obligations durables, c'est une approche intéressante. C'est une approche proactive pour nos organisations. Il n'est pas seulement question d'avoir le bon portefeuille au bon moment pour être refinancé. Il est question de définir des objectifs une approche plus dynamique et plus élargie. Le temps file. On pourra peut-être prendre quelques questions de façon brève. Ce sera très bref, mais vous pouvez aborder les panélistes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Salut, je suis Stephen Gray de Board Finance Royaume-Uni. Est-ce que vous pouvez nous dire en matière de sécurisation des crédits carbone comme un moyen pour débloquer les capitaux? Quelqu'un veut-il répondre à cette question? La sécurisation de crédit carbone. C'est une question intéressante, considérant que le crédit carbone est une nouvelle ressource, même pour les spéculations. On en a discuté quand on était dans le marché ouest-africain du carbone en Côte d'Ivoire, s'agissant de ce qu'il faut faire pour attirer les investisseurs sur le marché. On a besoin de transparence et d'intégrité. Si vous voulez faire des sécurisations, vous avez besoin de ça. Il faut avoir également un bon système de cotation du carbone. Il y a souvent des disparités. Lorsqu'on parle du marché volontaire, l'article 6 du marché carbone, il y a eu beaucoup de débats et il faut donner un cadre approprié pour le marché carbone, juste pour éviter les spéculations. Les gens peuvent vous poser la question. Les gens me demandent à la BOAD, par exemple, on essaye d'avoir une franchise carbone. Les gens vont vous dire, les prix du carbone, si le prix est zéro, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de prix. Et je me rappelle qu'on a eu toute cette histoire de CDM et du protocole de Kyoto, où à un moment donné, le marché a été interrompu, il n'y avait pas de prix. Les gens ont dit, mais il faut apporter de la confiance et dire aux gens que c'est un marché réel. Et il faut avoir les moyens de contenir les volatilités. Un marché continu, un marché futur pour le carbone. C'est des prérequis pour avoir un bon programme de sécurisation. Deuxième et dernière question. Merci pour vos idées au sein du panel. Madame Mampa disait qu'il n'y a pas de motivation spécifique lorsque, en tant que prêteur, nous
ciblons le financement vert en Afrique. Malheureusement, on n'est pas en mesure de déployer les crédits verts. Cela vient à coût réduit. Comment pensez-vous qu'on peut motiver les institutions de financement sur le continent africain pour accorder des crédits verts ou d'autres instruments de financement qui soient verts? Merci. Je crois que nous avons commencé à le faire en apportant des garanties lorsque Bank accorde de crédit aux PME. African Guarantee Fund couvre 75% des risques. Eurobank garde seulement 25% des risques. Et plus que ça, nous accordons un rabais sur le prix de la garantie. Plus, si Eurobank se rend compte que le PME a besoin d'accompagnement technique, on vient prendre en compte ou bien on partage les coûts de cet appui technique. Le temps est déjà parti. Je crois que vous pourrez échanger. Très rapidement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a de bonnes nouvelles dans le domaine des fonds verts. Je crois qu'il faut transformer nos organisations pour aller vers les résultats. Et si on le fait, c'est qu'il faut que nos économies deviennent vertes. Et cela mérite qu'on continue à s'y pencher. Merci aux panélistes pour leur contribution. Merci à l'auditoire pour être resté tardivement pour suivre ces interventions. Merci aux organisateurs. Merci. So please don't leave. Ne partez pas. Nous avons nous allons penser davantage du financement climat du point de vue marché financier.